Bonjour à tous, j'ai le plaisir de lancer un format Melchior M cet après-midi en ayant à nos côtés Jacques Barthélémy, que je remercie d'être présent avec nous, mais grâce à la technique à distance. J'ai également le plaisir d'accueillir Gilles Berset et nous allons pouvoir parler cet après-midi de leur dernier ouvrage, Travail et changement technologique, qui vient d'être publié et qui va être animé par Sandrine Verdière, que je remercie également, et qui est IAIPR de Sciences économiques et sociales. Ce dernier ouvrage, donc, qui est relayé par Melchior, s'inscrit dans une longue, si je puis dire, littérature produite par Jacques Barthélémy et Gilles Berset, et non des moindres, cet ouvrage que nous avions relayé également sur Melchior et qui a eu un vif succès, travaillé au XXIe siècle, ouvrait déjà des pistes pour une réflexion que nous allons approfondir cet après-midi. Voilà, je vous laisse la parole, Sandrine, peut-être pour présenter nos intervenants, et je vous souhaite un après-midi constructif et enthousiasmant. Merci beaucoup. Merci. Merci Béatrice, merci, bonjour à tous, bonjour à vous deux. Donc Gilles Berset, économiste et professeur à l'Université d'Aix-Marseille et bientôt à Neoma, économiste à la Banque de France. Et puis Monsieur Jacques Barthélémy, qui est avocat en droit social et conseiller honoraire en droit social. Alors nous avons effectivement le plaisir de vous accueillir dans ce dispositif Melchior M pour vivre de l'intérieur, votre nouvel ouvrage. Comme l'indique Thierry Pêche dans la préface, c'est bien la suite d'une réflexion que vous avez initiée il y a quelques années sur le travail au XXIe siècle et qui porte, disons-le globalement, sur l'organisation institutionnelle et juridique du marché du travail et des relations au travail actuelles qui ont bien évolué. Votre sous-titre, de la civilisation de l'usine à celle du numérique, marque cette évolution. Alors, cet ouvrage est paru très récemment, en octobre 2021, et nous allons pouvoir, avec vous, le suivre, suivre votre réflexion de l'intérieur. Pour nos auditeurs et spectateurs, je précise que la réflexion, l'exposé que nous allons pouvoir vous proposer cet après-midi est distingué en 4 axes. Dans un premier temps, il s'agira de présenter l'esprit de l'ouvrage, en particulier la nécessaire pacification des relations de travail. Dans un second temps, sera mis l'accent sur la négociation collective et les partenaires sociaux, leur rôle. Dans un troisième temps, vous nous présenterez ce que vous appelez le droit de l'activité professionnelle qui dépasse le droit du travail. Enfin, vous nous en direz davantage. Et enfin, nous nous arrêterons sur 2 illustrations très actuelles, le cas des travailleurs des plateformes et puis la question du télétravail qui réinterroge tous les deux la question de la subordination des salariés ou plus largement des travailleurs. Voilà, je vous remercie. Je vous laisse maintenant donc la parole et je collecte les questions de nos auditeurs pour ensuite vous en faire part après cette première demi-heure. Bien, je vais donc faire une très très courte introduction à partir de 2 idées. La première, vous l'avez déjà abordée un petit peu, c'est le travail en commun au plan pratique, mais surtout au plan scientifique, de l'économiste et du juriste. Car en la matière, nous sommes une exception. Il n'y a personne d'autre qui ait fait l'effort de travailler la complémentarité de la science économique et de la science juridique, spécialement en matière de rapport de travail, de droit social. Et il est clair que ce travail en commun crée de la valeur ajoutée. Et par exemple, le rapport que nous avions fait pour le Conseil d'analyse économique il y a de nombreuses années, qui mettait en évidence cette complémentarité, a servi pas mal aux évolutions récentes du droit du travail vers un droit plus contractuel et moins réglementaire. Donc, cela fait 30 ans, 35 ans que Gilles Berset et moi travaillons ensemble. Donc, ce travail n'est pas le premier et donc nos réflexions sont très affinées. La deuxième remarque préliminaire que je voulais faire, c'est que les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le numérique, l'intelligence artificielle, ne peuvent
que affecter en profondeur les rapports de travail, à la fois au premier degré par l'évolution des textes et au deuxième degré par l'évolution des comportements. Si, dans cette perspective, on ne prend pas en considération que l'idée de mineur social, c'est-à-dire de quelqu'un en état d'infériorité, qui justifie l'arsenal du droit du travail, et si on ne prend pas en considération le dépassement des organisations hiérarchiques du travail qui sont le fruit de la civilisation de l'usine, eh bien, on bâtira un droit du travail qui maintiendra son identité, alors que le contexte dans lequel il va évoluer aura profondément évolué, et par voie de conséquence, cela ne peut entraîner que des catastrophes. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, vous venez de le souligner, nous pensons qu'il faut dépasser et non pas remplacer le droit du travail par un droit de l'activité professionnelle. Voilà ce qu'il fallait dire en introduction. Là, je continue, puisque la première partie, c'est moi qui la développe. Nous avons introduit dans cet ouvrage quelque chose qui peut paraître surprenant, c'est-à-dire une partie consacrée à la participation, dont on parle beaucoup en ce moment dans les milieux politiques, tout en faisant d'ailleurs la plupart du temps de graves confusions. Alors pourquoi intégrer dans cette considération doctrinale sur le dépassement du droit du travail par celui de l'activité professionnelle une disposition sur la parasubordination? La raison principale, c'est que les nouvelles techniques, le numérique et l'intelligence artificielle vont modifier en profondeur les rapports entre la collectivité de travail et la collectivité des détenteurs du capital. Et donc, cela ne peut qu'affecter le concept même d'entreprise. Quand on parle d'entreprise, assez souvent, on pense à la société des capitaux. Et les salariés, à ce moment-là, en sont des tiers. Or, la notion d'entreprise ne peut être que plus large que celle de la collectivité des détenteurs du capital. Et la collectivité des salariés en fait indiscutablement partie. Or, la participation est un instrument qui permet de concrétiser ce que je viens de dire, dans la mesure où elle introduit de la démocratie sociale. Ceci m'amène à rappeler, ou à apprendre pour la plupart, que la participation, ça n'est pas de l'intéressement. L'intéressement, c'est de rémunération différée qui est en quelque sorte une compensation de l'amélioration qu'amène la collectivité de travail au fonctionnement de l'entreprise. C'est donc du salaire. La participation, ce n'est pas du salaire. La participation, elle est calculée sur le bénéfice net et non pas sur le bénéfice brut, ce qui veut dire que fondamentalement, elle a la qualification théorique de dividende. Ceci est important dans la mesure où la participation ne se résume pas à ce seul aspect quantitatif. C'est aussi, au travers de dispositions qualitatives, un certain nombre de moyens définis par l'accord d'entreprise pour introduire de la démocratie sociale, c'est-à-dire pour donner du sens à ce qu'est l'entreprise élargie à la collectivité de travail. Dans cette perspective, il est fondamental de mettre en évidence que la participation doit indiscutablement être rénovée. C'était pour le général de Gaulle, pour le Conseil national de la résistance, un instrument de dépassement du capitalisme pur et dur, c'est-à-dire l'association capital-travail. Je ne suis pas certain que les gaullistes du mouvement politique aient tellement apprécié cette vision-là, qui était celle du général de Gaulle, qu'il a assez souvent développée, mais par contre, c'était celle de ce qu'on appelait les gaullistes sociaux, c'est-à-dire avec Chaban-Delmas. Et les aspects qualitatifs de la participation sont non seulement aussi importants que les aspects quantitatifs, mais ils sont indissociables les uns des autres. Or, parce qu'on a voulu
réduire la participation à une espèce de rémunération, on s'est surtout occupé des sommes qui sont à verser aux salariés et on les a dénaturées en faisant un produit d'épargne. Fondamentalement, ça n'est pas cela, la participation, et c'est pour cette raison que nous évoquons dans cet ouvrage, mais nous ne sommes pas les seuls. Thibault Langsad a repris la même idée, que d'ailleurs je lui ai suggéré, de dividendes de l'apport en industrie. Il faut bien marquer qu'on est en dehors de la logique de rémunération. Ceci est important à souligner, mais Gilbert Sette peut-être me reprendra, me complétera là-dessus, parce qu'il est plus à même de le faire en tant qu'économiste, c'est que le fait d'optimiser la participation financière ne porte pas atteinte aux résultats de l'entreprise, d'abord parce que la formule de participation fait que les sommes sont versées sur le bénéfice net, donc après paiement de l'impôt sur les sociétés, mais surtout que ces sommes peuvent être affectées à des fonctions, et notamment sous forme d'actions, qui ont pour conséquence d'améliorer la compétitivité de l'entreprise. Sous cet angle-là, est nécessaire, et je m'arrêterai là, d'élargir le champ de la participation à toutes les entreprises et au minimum à celles de 11 salariés et plus. Pourquoi 11 salariés et plus? Parce que désormais, il y a une institution unique de représentation du personnel qui s'applique à partir de ce seuil-là. Or, l'institution unique de représentation du personnel, qui sous certaines conditions peut apparaître comme le conseil d'administration, je mets ça entre guillemets, de la collectivité de travail, va dans le même sens que l'idée même de participation. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être Gilbert peut-il, avant d'entamer la deuxième partie, compléter ce que je viens de dire à propos de l'affectation de ces sommes. Oui, merci Jacques. Pour compléter un peu le propos, ce qu'il faut dire, c'est que toute réforme du marché du travail, comme toute réforme sociale, se heurte en France à une grande difficulté, qui est celle de la conflictualité des relations sociales en France. Et cette conflictualité des relations sociales en France, on en a une multitude d'indicateurs. Je ne vais en évoquer qu'un seul, mais il y en a beaucoup d'autres. Multitude d'indicateurs comme par exemple le nombre de jours perdus pour arrêt collectif de travail ou pour grève. Eh bien, la France, de tous les pays de l'OCDE, est le pays qui est en tête, quelle que soit la période considérée. Donc, il y a là le symptôme de relations sociales de mauvaise qualité. Avant d'envisager des réformes beaucoup plus ambitieuses que celles qui ont pu être réalisées déjà en France et qui nous permettraient d'élever notre situation économique, notre bien-être général, eh bien, il est utile de réduire cette conflictualité et la participation nous semble un moyen particulièrement efficace pour cela, comme l'a dit Jacques tout à l'heure. Et ce que nous proposons est très simple concernant la participation, c'est sa généralisation à l'ensemble des entreprises. Il faut bien voir que pour aujourd'hui, dans l'ensemble du secteur privé, un tiers simplement des salariés bénéficient de la participation. Il faut généraliser la participation, premièrement. Deuxièmement, il faut que les avantages fiscaux et sociaux associés à la participation, à cette forme d'épargne, eh bien, ne le soient que quand la participation est mobilisée pour un apport en fonds propres de l'entreprise, par l'achat d'actions ou par l'achat de parts dans l'entreprise. Et dans ces cas-là, on crée une communauté de destin, en quelque sorte, entre les salariés, d'une part, les travailleurs, plus globalement, d'une part, et l'entreprise et ses représentants, d'autre part. Et puis, grâce aux seuils qui ont été d'ailleurs renforcés dans leur mode d'exercice par la loi Pacte, au seuil de 3%, qui, dès que donc, 3% est atteint ou dépassé en termes de part des salariés dans le capital de l'entreprise, il y a de droit une présence de représentants des salariés au conseil d'administration. Eh bien, grâce à ce dispositif, vous voyez, ce que nous préconisons en termes de participation permettra aussi une présence plus active, plus forte des salariés au conseil d'administration de l'entreprise. Alors, ça, c'est un préalable, en quelque sorte, à d'autres réformes. Et par rapport à ce… Attendez, Gilbert, je voudrais quand même légèrement compléter ce que vous venez de dire, par le fait que l'acte
qui concrétise cette ambition pour la participation est un accord collectif d'entreprise qui a une forme naturelle particulière, mais qui néanmoins est régi par le droit des conventions collectives. Or, ces accords-là, qui consacrent fondamentalement la dualité de la fonction de la participation, les aspects quantitatifs, c'est-à-dire les sommes inversées, les aspects qualitatifs, c'est-à-dire l'organisation de la démocratie sociale interne, la plupart du temps, sont construits pour valoriser la première partie, mais tout ce qui se rapporte aux aspects qualitatifs est considéré comme des clauses de style. Et pourquoi? Parce que la plupart du temps, les accords de participation sont mis en place à partir d'initiatives de personnes qui vendent de l'épargne, que ce soit des compagnies d'assurance ou des banquiers, et ces aspects-là, pour eux, ça n'existe pas, ça n'a pas grand intérêt. Et donc, il y a là un gros effort à faire pour que l'accord de participation reprenne toutes ces vertus telles qu'elles avaient été imaginées initialement par le général de Gaulle. Voilà ce que je voulais dire, ça me paraît important. Oui, et les propositions que nous faisons suite à ce renforcement, cette amélioration de la paix sociale et des relations sociales via un dispositif comme la participation en particulier, peut nous permettre de renforcer le rôle et la qualité du dialogue social dans les entreprises et le rôle décisionnel, en quelque sorte, par accord collectif, des partenaires sociaux dans la vie de l'entreprise. Alors, on est déjà allé assez loin dans cette direction par les ordonnances travail et la loi Pénicaud, qui en sont le dernier élément, qui s'inspire beaucoup d'ailleurs de nos travaux antérieurs à Jacques et moi. Mais il nous semble qu'on peut aller encore plus loin, en particulier en renforçant la légitimité des acteurs de la négociation, c'est-à-dire du côté des salariés, des acteurs qui engagent la collectivité du personnel via un accord collectif, via la signature qu'ils font d'un accord collectif. Alors, comment on peut renforcer cette légitimité, donc la force décisionnelle de l'accord collectif? Eh bien, au-delà de ce qui a été décidé dans la loi El Khomri, puis ensuite dans les ordonnances travail, la loi Pénicaud en 2017 et 2018, il nous paraît important de dire que dans une entreprise, quand le quorum des votants n'est pas atteint au premier tour des élections professionnelles, il faut s'interroger sur la légitimité, en quelque sorte, de ce vote des élections professionnelles pour déterminer l'audience des négociateurs et des signataires des accords collectifs. Et ce qui est fait pour le CSE nous paraît tout à fait transposable à la négociation collective. Ce qui est fait pour le CSE, je vous le rappelle, et qui existait auparavant pour le comité d'entreprise, c'est qu'au premier tour des élections professionnelles, les syndicats ont le monopole de présenter des candidats aux élections professionnelles. Et quand le quorum de votants n'est pas atteint, alors toutes les candidatures peuvent être posées pour le deuxième tour des élections au CSE. Mais ce qui nous paraît un petit peu curieux, c'est que cependant, ce qui est fait pour le CSE n'est pas fait pour les négociateurs et les signataires d'accords. Prenons le cas d'une entreprise de 1000 travailleurs. S'il y a 10 votants simplement aux élections professionnelles, ce seront l'audience des différents syndicats parmi ces 10 votants qui décideront de leur audience et de leur légitimité pour engager le collectif de travail dans la négociation collective et dans la signature d'un accord collectif. Eh bien, il nous semble que s'il faut un deuxième tour avec liberté de candidature pour les élections des représentants au CSE, il en va de même pour la négociation et la signature d'accords collectifs. Ça signifie quoi? Eh bien, en cas de nécessité d'un deuxième tour, le CSE deviendrait l'instance légitime de négociation d'accords collectifs et de signature d'accords collectifs. Vous voyez, avec une symétrie parfaite avec ce qui se fait pour les représentants des salariés au CSE lui-même. Alors ça a évidemment des conséquences. Quelles conséquences cela a? Première conséquence, il faut bien sûr que le chef d'entreprise ne préside plus le CSE, parce que sinon il serait amené à négocier en quelque sorte avec une institution qu'il préside lui-même, ce qui serait grotesque. Et il faut rappeler d'ailleurs,
en l'espèce que dans les autres pays développés, avancés auxquels on peut se comparer, l'équivalent des CSE, qu'on appelle dans les pays anglo-saxons les Works Councils, ne sont pas présidés par les chefs d'entreprise, et même que les chefs d'entreprise n'y sont pas nécessairement de droit, mais peuvent bien sûr y être invités. Et sur ce deuxième point, il faut savoir si en France, on souhaiterait également que le chef d'entreprise n'y soit pas de droit, mais il soit sur invitation du CSE, et le CSE deviendrait dans ce contexte-là le représentant du collectif de travail, légitime pour la négociation collective et pour la signature d'accords collectifs, en cas d'insuffisance de la représentativité des syndicats testée au premier tour des élections professionnelles. Vous voyez, c'est une idée très, 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 très forte qui nous rapprocherait du concert des autres pays. C'est quand même pas quelque chose de négligeable, qui éviterait à la France d'être un peu cavalier seul en ce domaine et qui aboutirait à renforcer un peu le rôle de la négociation collective et la légitimité des accords. Et dans ce contexte-là, nous faisons tout un ensemble de propositions pour élargir encore le rôle décisionnel des partenaires sociaux dans par la négociation collective et par la signature d'accords collectifs. Un exemple et un seul, mais il y en a plusieurs, il y en a une quantité dans notre ouvrage. Donc un exemple et un seul. Vous savez que les branches, la négociation de branches et les accords de branches sont légitimes et les seuls légitimes à définir les minima de branches, les minima salariaux de branches. On en parle beaucoup sur la période actuelle. Eh bien, cette disposition nous paraît bonne. Hein, ce qui ressort des minima de branche appartient au bloc 1, c'est-à-dire les dispositions qui peuvent être définies sans possibilité de dérogation au niveau de l'entreprise, qui peuvent être définies, qui doivent être définies au niveau de la branche. Eh bien, il nous semble qu'un accord d'entreprise pourrait déroger à de telles dispositions, les minima de branche, en cas de difficulté, et évidemment pour une période transitoire. Tout cela, évidemment, dans le respect des dispositions d'ordre public, à savoir, par exemple, dans le respect du salaire minimum en France. Donc, dans ce respect-là, une entreprise, s'il y a accord pour cela des partenaires sociaux, pourrait transitoirement déroger aux minima salariaux de branche pour sortir de difficultés très, très spécifiques. Il vaut mieux une sortie avec, je dirais, cette convention transitoire plutôt qu'une accentuation des difficultés de l'entreprise et éventuellement une défaillance de l'entreprise. Il revient aux partenaires sociaux locaux, en quelque sorte, d'en décider. Vous voyez, une proposition parmi une quantité d'autres propositions qui nous permettraient d'aller encore plus loin que le font les ordonnances travail et la loi Pénicaud pour donner aux partenaires sociaux, je n'ose pas dire les clés du camion, mais un pouvoir décisionnel effectif sur la vie économique et sociale de l'entreprise. Je voudrais compléter sur 2 points le propos de Gilbert. Le premier, c'est manifestement l'évolution actuelle du droit positif, de la loi, consacre un droit plus contractuel et moins réglementaire en conférant plus d'autonomie à l'accord collectif à l'égard de la loi, grâce à la technique de dérogation, et plus d'autonomie à l'accord d'entreprise par rapport à la convention de branche grâce à la règle dite de supplétivité. Le mot, c'est moi qui l'ai inventé en 2008 dans le cadre d'une conférence. Et cette faculté-là rend encore plus indispensable que l'accord collectif soit une véritable loi professionnelle qui consacre comment dirais-je, que le compromis entre les employeurs et les salariés débouche sur un véritable contrat. Dans cette perspective, c'est la première remarque que je voulais faire, il est fondamental de s'intéresser fortement aux règles de conduite de la négociation pour assurer équilibre des pouvoirs entre les parties, comportement loyal des négociateurs et exécution de bonne foi des textes signés. Cela rend indispensable, même si ça ne doit pas être obligatoirement fixé par la loi, un accord de méthode pour précéder la négociation sur le fond.
mais cela rend également nécessaire une construction des accords qui matérialise que l'accord collectif, pour reprendre l'expression savoureuse de Jean-Denis Combrexel dans un ouvrage récent, ne doit pas être du papier. C'est quelque chose qui doit être vivant, d'où l'importance de l'exposé des motifs, d'où l'importance des clauses relatives à la durée, à la révision. Les textes ayant élaboré des normes qui sont adaptées à un contexte donné, à un objectif précis, doivent pouvoir évoluer en fonction de l'évolution de son contexte, sinon on dérive vers une vision technocratique du droit qui est par définition négative. La deuxième remarque que je voulais faire, et c'est le propos sur le rapport entre la branche et l'entreprise que Gilbert vient d'évoquer, c'est qu'est-ce que c'est qu'une branche? On a pris la décision, et il fallait le faire, de diminuer le nombre des branches parce que ça en réduit le coût de fabrication. Et deuxièmement, ça améliore l'efficacité, l'effectivité de ce droit, mais on n'a jamais défini ce qu'est une branche. Or, dans l'habitude est de considérer qu'il y a branche lorsqu'il y a une convention collective. La simple raison, avec un R majuscule au sens kantien du terme, dit que ça n'a pas de sens, c'est l'inverse. C'est parce qu'il y a branche qu'il y a possibilité de bâtir une convention collective. D'où l'importance de bâtir une véritable définition de la branche, et on pourrait parfaitement imaginer d'utiliser le concept qu'avait imaginé la Cour de cassation pour définir l'entreprise, c'est-à-dire l'unité économique et sociale pour y parvenir. Mais à partir de là, se pose la question des limites de l'autonomie de l'accord d'entreprise par rapport à la convention de branche, qui aujourd'hui est très grande. Et il faut pas, je ne suis pas sûr que la plupart des gens et des partenaires sociaux ne s'en rendent compte. Hormis un certain nombre de dispositions pour lesquelles la loi a interdit que l'accord d'entreprise ne puisse faire autre chose que d'appliquer globalement de manière équivalente le dispositif de la branche, on n'est pas allé très très loin dans le débat, et ce concept de globalement équivalent est source indiscutable de contentieux. Donc il faudrait définir ce que dans l'ouvrage nous avons appelé l'ordre public professionnel, c'est-à-dire ce à quoi par nature l'accord d'entreprise ne peut pas déroger sans que ce soit en application de tel ou tel article du Code du travail. C'est-à-dire ce que, dans le droit légal du travail, on consacre au travers de l'article 34 de la Constitution, donc des droits fondamentaux auxquels, par définition, un accord collectif ne peut pas déroger. De la même manière, on doit pouvoir élaborer au niveau de la branche, et à partir de cette définition théorique que je viens d'expliciter, ce à quoi l'accord d'entreprise ne peut pas déroger. Ça peut paraître assez théorique, ce que je viens de dire. Je me permets donc en conséquence de dire que je suis un praticien de la négociation collective depuis plus de 50 ans. En mai 68, je ne sais pas si cette date a du sens pour beaucoup, c'est-à-dire les fameux débats de mai 68 qui ont animé fortement la France. Je négociais au mois de mai un accord sur le droit syndical dans la convention collective de la chaussure. Et pendant que nous négocions, nous regardions la télévision, et chaque fois que Russe Soufflot, qu'on a vu beaucoup hier, et à juste raison à propos de Joséphine Baker, les CRS repoussaient Cohn-Bendit et ses amis, la délégation patronale se musclait, et c'était l'inverse lorsque les CRS étaient malmenés par les grévistes, appelons ça comme ça. Si bien que le secrétaire général du syndicat patronal, qui était un proche de M. Delors, le père de Martine Aubry, donc il n'était pas suspect d'être très à droite, dit ceci: messieurs, calmons-nous, après tout, on est dans le même navire. Et le représentant de la CGT a répondu froidement: oui, monsieur le président, mais on n'est pas dans les mêmes cabines. Or, ça, c'est la preuve, si vous voulez, de l'aspect négatif d'un droit du travail conçu strictement
pour assurer une fonction protectrice du travailleur sans se soucier de l'impact sur l'efficacité économique. D'où l'importance de la notion d'entreprise, dans laquelle les intérêts des employeurs et des salariés ne sont pas totalement divergents. Voilà ce que je voulais dire, ça me paraissait important. On passe à la troisième partie, c'est ça? Absolument. Jacques, c'est à vous d'ailleurs. Voilà. Alors, c'est finalement les évolutions profondes du monde du travail liées aux nouvelles technologies, au numérique, à l'intelligence artificielle, ne peuvent qu'avoir une incidence sur le droit du travail. Pourquoi? Parce que le droit du travail a été construit sur, en gros, la qualité de mineur social, je mets ça entre guillemets, du salarié, qui, parce qu'il est en état de subordination juridique et de dépendance économique totale, son consentement est suspect, donc il faut le protéger malgré lui. Et deuxièmement, parce que les modes d'organisation du travail sont, dans la civilisation de l'usine, des modes hiérarchiques. Il est évident que ces progrès des techniques de l'information et de la communication, d'une part, accroissent potentiellement l'autonomie du travailleur au plan individuel, ce qui ne peut que se concrétiser parce que c'est facteur de liberté, et deuxièmement, oblige à remplacer les modes hiérarchiques d'organisation du travail par des organisations modulaires. Si bien que le droit du travail construit à partir de ce double postulat du mineur social et des organisations hiérarchiques du travail ne peut que évoluer, faute de quoi, eh bien, il sera un obstacle à la conciliation de l'efficacité économique et de la protection du travailleur, pas forcément d'ailleurs dans la perspective d'assurer cette protection dans les meilleures conditions, car ceci peut avoir notamment des effets négatifs sur l'emploi. C'est au vu de ces considérations-là qu'il faut affirmer que c'est au droit du travail d'évoluer en fonction de l'évolution du contexte, évidemment sans perdre ses fondamentaux, et non pas l'inverse. Sous cet angle-là, il est évident que intellectuellement, on est obligé de se poser la question de savoir comment cette évolution peut se faire. Dans un premier temps, on peut penser à la création d'une catégorie intermédiaire entre le salarié et l'indépendant. En parenthèse, nous mettons en exergue dans notre ouvrage que le dépendant juridiquement, mais qui est dépendant économiquement, c'est le bourgeois de Calais de notre système, parce qu'il n'a droit à aucune protection, alors qu'en fait, il n'a pas forcément plus d'autorité qu'un salarié. D'où l'intérêt pour tenter de cristalliser cette troisième voie d'une réflexion sur ce que on peut appeler la parasubordination. Parasubordination permettant de créer un statut protecteur intermédiaire entre celui du salarié et de l'indépendant lorsque le travailleur est soit en état d'indépendance technique, soit en état de degré très élevé d'autonomie au plan des conditions de travail et au plan économique. Dans les deux cas, en effet, sa faculté de négocier dans l'équilibre des pouvoirs sa relation contractuelle avec l'employeur est plus grande. Et donc, on voit mal pourquoi le statut juridique de l'ouvrier leur serait applicable. Je donne deux exemples, si vous voulez. Le premier exemple, c'est celui de M. Mbappé, la célèbre star du Paris Saint-Germain, qui gagne 3 millions nets par mois. Quel besoin a-t-il de la protection du Code du travail? Soyons sérieux. La deuxième, c'est celui des professionnels libéraux collaborateurs qui sont indépendants techniquement, mais qui peuvent être en état de dépendance économique à l'égard d'un cabinet, par exemple. Est-ce qu'il est logique que ces gens-là soient considérés comme un ouvrier ou un employé d'usine? La réponse
elle est évidente, la réponse, il faut trouver autre chose. Alors, cette autre chose, fondée sur la parasubordination, existe dans un certain nombre d'autres pays. En Italie, on appelle ça les co-co-co. En Espagne, dès l'instant où le travailleur indépendant a un état de dépendance économique à l'égard d'un donneur d'ordre supérieur à 50%, il bénéficie d'un statut protecteur, mais qui n'est pas celui du salarié. En Angleterre, il y a le statut des workers qui est un petit peu intermédiaire aussi entre le salarié et l'indépendant. Mais l'exemple le plus significatif, me semble-t-il, est celui de l'Allemagne, avec le statut des Leitende Angestellte, ce qui veut dire contraintes allégées, et qui a pour effet que des statuts, par exemple celui des collaborateurs de professionnels libéraux, soient matérialisés par la mise en œuvre de ces systèmes allégés. Donc cette construction a un certain intérêt, une certaine légitimité. Elle a quand même un inconvénient majeur, c'est de remplacer une frontière entre le salarié indépendant, qui est floue et qui l'est de plus en plus compte tenu des progrès des techniques de l'information, en deux qui le sont tout autant, c'est-à-dire entre le salarié et le parasubordonné, et entre le parasubordonné et l'indépendant. Donc, on ne résout pas la question. Voilà pourquoi Gilbert Sett et moi travaillons depuis déjà un certain nombre d'années sur ce qui figure dans cet ouvrage, à savoir la nécessité absolue de dépasser le droit du travail, je dis bien dépasser, pas remplacer, par un droit de l'activité professionnelle regroupant tous les travailleurs, du plus subordonné juridiquement au totalement indépendant économiquement, le niveau de protection étant alors différencié en fonction du degré d'autonomie, donc de responsabilité, c'est-à-dire en fonction de la capacité plus ou moins grande du travailleur de négocier sa relation avec l'employeur de manière équilibrée. Si on va dans cette voie, il est clair que la place de la loi n'est plus la même. La place de la loi doit d'autant plus être revisitée que cette place évolue actuellement de manière importante dans le sens de la distinction entre les droits fondamentaux, les principes issus de l'article 34 de la Constitution, mais pas seulement, qui par définition ne peuvent être que de la compétence du législateur, et tout ce qui excède cela, c'est-à-dire les dispositions légales, réglementaires, autres que d'ordre public, devenant supplétives de dispositions conventionnelles, non pas contractuelles au plan individuel, mais conventionnelles en raison de ce que l'accord collectif est normatif comme la loi. Dans cette perspective, il faut bien considérer que le droit de l'activité professionnelle rend indispensable que ces normes adaptées au degré d'autonomie et de responsabilité varient en fonction de la situation personnelle. Et donc, l'outil par excellence pour concrétiser ça, ça ne peut pas être la loi, ça ne peut être que l'accord collectif. Donc, l'importance de ce que nous avons dit il y a quelques minutes sur l'accord collectif, la représentativité de ceux qui négocient et la règle de conduite de la négociation prend encore plus d'importance au vu de ce que je viens de dire à l'instant. Et dans cette perspective d'un droit de l'activité professionnelle reposant sur des situations différenciées en fonction du degré d'autonomie et de responsabilité, apparaissent deux éléments essentiels. Le premier, c'est la nécessité absolue de réunifier, je dis bien réunifier, le droit du travail et le droit de la sécurité sociale, que pour des raisons techniques, on a tendance à dissocier, ce qui entraîne des dérives technocratiques qui sont critiquables. Lorsque j'étais membre du Conseil national des barreaux, je m'étais opposé à ce qu'on crée une spécialisation pour le droit du travail et une spécialisation pour le droit de la sécu, pendant que c'était le même. D'ailleurs, personnellement, moi qui ai cette spécialisation,
je dis spécialiste en droit social et non pas droit du travail ou droit de la Sécu, parce que pour moi, les deux, c'est la même discipline. Je dis d'autant plus fortement que l'objet des conventions collectives, ce sont les conditions de travail, de rémunération, d'emploi et les garanties sociales. Donc, il n'y a pas lieu à distinguer les deux. Et il est clair que le droit de l'activité professionnelle ne peut contribuer à cette réunification. En disant cela, je fais un clin d'œil au grand maître incontesté de la matière, Jean-Jacques Dupéroux, qu'on a honoré la semaine dernière dans le cadre d'un colloque important, car ça a été un des grands maîtres de l'idée de réunification du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Je termine en disant que cela rend nécessaire non seulement la modification des textes, mais aussi des comportements. Or, il est clair que nos modes de pensée sont scotchés par un rôle de la loi très important dans le droit du travail, ce qui manifestement n'est pas la meilleure manière d'assurer la protection des travailleurs, ne serait-ce que parce que l'abondance de la loi entraîne son inapplication, pas forcément de manière malhonnête, mais tout simplement parce qu'on ne le connaît pas. Donc tout ça, c'est fondamental et il est clair que ce que nous vivons actuellement avec le CODIR est de nature à favoriser les modifications des comportements. On le voit, ça va introduire ce que Gilbert Sette va dire maintenant, on le voit avec le développement du télétravail. Voilà ce que j'avais à dire sur l'idée de droit de l'activité professionnelle auquel Gilbert et moi-même sommes très, 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 très attachés déjà depuis pas mal d'années, pour ne pas dire de décennies. Voilà, et pour conclure, je voudrais illustrer par deux exemples très concrets comment, en quelque sorte, le droit du travail, et au-delà du droit du travail, le droit social, doit s'adapter aux mutations technologiques et non pas les mutations technologiques rentrer à toute force dans des organisations et des catégories conçues antérieurement à leur apparition dans le contexte d'une civilisation de l'usine. Comme l'a évoqué Jacques Barthélémy à l'instant, les travailleurs des plateformes sont une parfaite illustration de cette situation. Plateformes, VTC, livraison à domicile, etc. Ces travailleurs-là sont très dépendants économiquement, tout en ayant un statut d'indépendant. Ce sont des travailleurs qui souvent font de longues heures, mais qui pâtissent d'un déficit de protection comparé aux salariés. Déficit de protection, on a souvent en tête les protections sociales, retraite, chômage, etc. Mais au-delà de ces protections, il y a bien sûr une absence de protection en termes de rémunération minimale, il y a une absence de protection en termes de conditions de travail. Il n'y a pas, par exemple, des durées du travail maximales comme il en existe pour le salarié. Il y a même un risque financier qui est porté par ces travailleurs, puisque c'est eux-mêmes qui apportent leur outil de travail, alors que le salarié voit son outil de travail lui être fourni par l'entreprise. Donc, il nous semble que par rapport à ça, il faut absolument que le droit social s'adapte à la mutation technologique qui a abouti à l'émergence de ces travailleurs des plateformes, et non pas faire rentrer ces travailleurs des plateformes à toute force dans le droit du travail et le droit social préexistant, en les requalifiant de façon systématique, et ce faisant, en perdant la flexibilité qu'offre le statut d'indépendant dans l'exercice de l'activité évoquée. C'est le choix, c'est cette requalification systématique qui a été faite en Espagne, mais qui va à contrario, non seulement de l'intérêt économique, mais même des aspirations de ces travailleurs, qui pour une très grande majorité d'entre eux, veulent et revendiquent le statut d'indépendant. Alors la voie qui a été choisie par la France, et qui s'inspire beaucoup de des préconisations de notre précédent ouvrage, va tout à fait dans cette direction. Elle consiste à tenter le coup de donner toutes ses chances à la négociation collective, d'élaborer des normes protectrices pour ces travailleurs des plateformes. Et le dialogue social commence à s'engager. Ça a été fait cette année 2020
2021. Ça devrait prendre forme à la fin, durant ce mois de décembre et puis durant l'année 2022, de façon à ce que les normes protectrices soient engagées par la négociation collective et les acteurs de cette négociation collective eux-mêmes. Et ces normes seront ainsi adaptées aux spécificités des activités considérées. Et vous voyez, c'est une voie originale qui est suivie par aucun autre pays. Dans les autres pays, il y a soit le laisser-faire avec l'aléa de requalification qui peuvent être décidés par les juges, mais qui peuvent freiner effectivement le dynamisme de ces activités, ou la requalification systématique, je l'évoquais tout à l'heure, c'est le choix retenu par l'Espagne, ou bien le versement dans une catégorie intermédiaire de parasubordonnés, ce qui a été évoqué par Jacques tout à l'heure, avec les difficultés de double frontière floue qui ont été évoquées par Jacques. Donc la voie qui est suivie par la France nous paraît la bonne. On va voir dans les 2 années à venir si cette voie se révèle payante ou pas. Le dernier exemple que je voudrais donner, et je m'en arrêterai là, laissez-moi finir parce que si tenir le temps, c'est celui du télétravail. Le télétravail et son émergence, qui est bien sûr liée aux mutations technologiques, cela va de soi, et qui a été accéléré dans le contexte de la Covid depuis 2 ans. Le télétravail percute complètement des normes et des catégories qui ont été conçues dans le contexte de la civilisation de l'usine et qui sont inscrites dans notre droit social et dans notre droit du travail. Je ne prendrai ici qu'un seul exemple, une seule illustration de cette difficulté, la mesure du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif qui est défini par une directive européenne, ce n'est pas du droit du travail et du droit social français, c'est défini au niveau européen, c'est le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Vous voyez que cette définition qui peut faire sens pour un travailleur qui est présent sur son lieu de travail ne fait plus aucun sens pour un travailleur, quel que soit son degré d'autonomie, qui travaille de son domicile pour l'entreprise. Et ça signifie cela que plutôt que vouloir à toute force rester dans cette approche de la définition de ce que c'est que le travail effectif, il va en falloir redéfinir la mesure de façon à protéger le travailleur de risques, évidemment, pour sa santé, de protection de sa santé, du droit au repos, du droit au congé, du droit à la déconnexion. Mais cela, ça devra passer essentiellement par la négociation collective et ça ne peut pas se faire par des normes homogènes et identiques dans l'ensemble des entreprises et des branches d'activité. Donc voilà deux exemples. Vous voyez les travailleurs des plateformes d'un côté et puis le télétravail de l'autre, où on voit que le progrès technologique percute de plein fouet des catégories qui ont été conçues antérieurement et qui sont inscrites dans notre droit social et dans notre droit du travail. Mais ces évolutions technologiques impliquent et nous obligent à transformer le droit social et le droit du travail pour s'adapter pleinement à l'émergence de ces transformations technologiques plutôt qu'à les refuser, à ne pas bénéficier en quelque sorte de leur apport bénéfique à la fois pour les travailleurs et pour les entreprises. Je rappelle que les travailleurs des plateformes, en général, dans leur très grande majorité, veulent être indépendants et le rester. Le télétravail, de son côté, est une aspiration partagée à la fois par de nombreux salariés et par les entreprises. Et là, ici, il faut une mutation complète, totale de notre droit du travail qui devienne un droit de l'activité professionnelle. Voilà, et je m'en arrêterai là. Oui, le complément que je voulais donner tout à l'heure était, Gilbert évoquait à propos des travailleurs des plateformes, le fait qu'ils ne soient pas salariés, mais qu'on pouvait néanmoins imaginer de construire leur statut, je mets statut entre guillemets, par le biais d'accords collectifs. La réaction première sera de dire « Ah oui, mais comme ils ne sont pas salariés, on est hors du champ des conventions collectives. » Mais on n'est pas hors du champ du concept de contrat collectif de travail qui peut aller bien au-delà. Dès l'instant où il y a déséquilibre entre les parties, il est clair que le contrat collectif est un moyen d'assurer la capacité de ce contrat de faire réellement la loi des parties. Je me permets simplement de dire qu'actuellement existe au moins un cas d'application d'un statut collectif de travail
par le biais d'un accord collectif pour des travailleurs qui sont non salariés. C'est ceux des agents généraux d'assurance, qui sont des travailleurs indépendants, mais qui sont même professionnels libéraux, mais qui sont dépendants économiquement d'une compagnie d'assurance, puisque leur rémunération est exclusivement matérialisée par des commissions à l'occasion de la vente de contrats. Eh bien, le statut de ces agents d'assurance a fait l'objet d'une convention collective, on ne peut pas appeler ça autrement, entre la Fédération française des sociétés d'assurance et le syndicat des agents généraux d'assurance. Si bien que ce syndicat des agents généraux d'assurance, lorsqu'il négocie le statut de ses adhérents, est en situation de collaborateur, mais lorsqu'il négocie le statut des employés des agences, est un syndicat d'employeurs. Vous voyez qu'avec un minimum d'imagination et de créativité, on peut faire avancer les choses à condition de ne pas rester dans une vision figée dans laquelle le droit du travail légal est la seule moyenne d'assurer la protection des travailleurs. C'est ça que qui me semblait important de préciser. Sur le télétravail, Hubert a eu raison de mettre l'accent sur le problème de la définition du temps de travail effectif. Mais on peut contourner, il l'a évoqué d'ailleurs de manière claire, ça à partir du droit à la santé. Ce qui est important à ce moment-là, ce ne sont pas les temps de travail, c'est les temps de repos. Et donc là, le champ de la négociation est beaucoup plus facile à imaginer et effectivement, on arrive au même résultat.